C'est une image qui a été véhiculée par son exécutrice testamentaire, qui, peut-être pour des raisons personnelles, enfin certainement d'ailleurs, a simplement tronqué, par exemple, l'édition des lettres, la seule qui existe à ce jour. C'est une édition très très partisane, bien loin du respect qu'on doit avoir quand on travaille de façon scientifique sur un domaine ou sur un auteur. Donc aujourd'hui, les archives s'ouvrent. Nous avons la chance d'être en contact avec des héritiers des familles qu'elle a connues et qui nous permettent c'est un travail qui est utile aussi aux héritiers en question et aussi pour nous, puisque ça permet de, en quelque sorte, reconstituer le tableau de ce qu'a été l'époque. L'époque, et elle a vécu longtemps, elle a traversé plusieurs mouvements, plusieurs grandes époques, bien sûr après la guerre de 70 en France, la Première Guerre mondiale, sur laquelle son témoignage est très précieux, ce que je viens de découvrir aussi. C'était une grande dame qui a voyagé beaucoup, qui Oui. a connu beaucoup de pays. Oui. Il était homosexuel, il était Oui. intellectuel. Quelle est la Caractéristique plus importante? La plus importante selon moi. Ah. Alors certainement pas le fait qu'elle était homosexuelle, parce que là, bon, ça fait l'objet de quelques débats entre chercheurs. Cette question, là aussi, voilà, il y a une thèse, la première thèse sur Vernon Lee était celle de Bernard Gardner. Elle était très très orientée là-dessus et a imposé une grille de lecture sur toute l'œuvre et toute la vie de Vernon Lee. Et je trouve que c'est extrêmement réducteur, d'autant plus qu'il laisse de côté certains éléments sur lesquels nous avons des certitudes, notamment le fait Vernon Lee ne supportait pas le contact physique, même lui prendre la main, ça la mettait très mal à l'aise. Alors peut-être faut-il définir la notion d'homosexualité, je ne sais pas. En tout cas, disons, cette étiquette a contribué à l'enfermer dans un ghetto, dans une minorité. Voilà. Et pour moi, c'est pas du tout un auteur minoritaire, absolument pas. C'est un auteur majeur qui doit être, disons, valorisé à sa juste dimension. Alors, elle a été minorisée aussi parce que c'était une femme. Alors, vous voyez, elle a souffert des deux choses. Donc, tantôt, c'était une femme. Enfin, il suffisait qu'elle soit une femme pour qu'on ne lise pas ses œuvres. Et puis, ensuite, dans les milieux plus conservateurs, alors le fait qu'elle ait une amie, plusieurs amies femmes, suffisait pour ne pas l'écouter. Donc, même le fait de prendre un pseudonyme masculin, elle était toujours là où il ne fallait pas être, quoi. Et ce qui domine donc, si on devait retenir un adjectif, hier je crois que j'ai trouvé le mot juste, une femme libre, voilà, une femme libre, un libre penseur, voilà, qui était en dehors des modes, en dehors des courants. Elle a embrassé diverses causes, le socialisme, le féminisme, même le bolchevisme. Mais avec toujours un recul, le recul de l'intellectuel, de la femme de tête. Il y avait les deux choses. Là. De cœur, elle avait un élan vers des modèles de société idéaux pour demain. Et la femme de tête en elle, en même temps, était capable de faire des analyses lucides de ce qui se passait. Donc, femme libre, libre penseur, visionnaire. Et il est difficile de l'enfermer dans une catégorie. Ses travaux sur l'esthétisme, dans le domaine de l'esthétique, ont beaucoup occupé les chercheurs très longtemps. Voilà, on a un peu laissé de côté à ce moment-là l'aspect psychologie et même sociologie de la contemplation esthétique. Il y a d'autres aspects qui mériteraient d'être, beaucoup de choses. Elle est proche de Bergson, par exemple.
dans ses théories. Je ne sais pas qui a influencé qui encore. Elle est inclassable. Elle est inclassable. Moi, cette année-là, j'ai découvert l'Annie. J'ai découvert qu'elle n'avait jamais été solitaire et qu'elle était capable de générosité, tout à fait capable de s'intéresser à autrui. Et effectivement, la philanthrope, c'est une nouvelle Giannini que nous découvrons. Grazie. Grazie.